En Afrique du Sud, la famille Mandela perd l'un de ses membres. Zindzi Mandela, fille du héros de la lutte anti-apartheid, a rendu l'âme. Elle était présentée comme la plus jeune parmi ses sœurs. Au Liban, la liberté d'expression et celle des médias est en danger. C'est une nouvelle coalition d'ONG qui attire l'attention. Les organisations dénoncent un climat d'intimidation de la part des autorités. Et puis, à Hong Kong, le régime durcit le ton envers les manifestants. 13 figures de proue du mouvement pro-démocratie ont été inculpées. Leur tort, l'organisation de rassemblements pour commémorer la répression de Tiananmen. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Décès ce lundi de Zindzi Mandela, la plus jeune fille du premier président noir sud-africain. Âgée de 59 ans, elle était engagée dans la lutte contre l'apartheid. Zindzi Mandela, dont les causes du décès n'ont pas été précisées, a rendu l'âme dans un hôpital de Johannesburg à l'âge de 59 ans lundi. Le chef de l'État Cyril Ramaphosa a rendu hommage à une courageuse militante politique qui a notamment participé à la branche armée du Congrès national africain, fer de lance de la lutte contre le régime de l'apartheid, officiellement tombé en 1994. Zindzi Mandela était très connue dans le pays et dans le monde. Pendant les années de combat, elle a fait prendre conscience de l'inhumanité du système de l'apartheid et de la détermination inébranlable du combat pour la liberté, a expliqué Cyril Ramaphosa. En 1985, devant des dizaines de milliers de personnes réunies dans un stade du township de Soweto, la jeune Zindzi avait lu un discours de son père, alors en prison, dans lequel il rejetait la proposition du président de l'époque, Botha, de le libérer sous condition. Zindzi Mandela était la plus jeune fille de Nelson Mandela et de Winnie Madikizela Mandela. Avec la mort de Zindzi Mandela, l'Afrique du Sud perd celle que beaucoup considèrent comme une enfant de la nation, a estimé l'ancien archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix et ami proche de Nelson Mandela. En effet, pendant les 27 ans que Nelson Mandela a passé en prison, sa famille, son épouse Winnie Mandela et leurs filles Zindzi et Zenani ont joué un rôle essentiel pour incarner l'humanité et la ténacité de la bataille contre l'apartheid, d'après Desmond Tutu dans un communiqué publié par sa fondation. Zindzi Mandela avait été nommée en 2015 ambassadrice de l'Afrique du Sud au Danemark et devait prochainement prendre ses fonctions d'ambassadrice au Libéria. Et on reste toujours en Afrique du Sud où le pays est de nouveau sous couvre-feu. Décision du président Cyril Ramaphosa. Il a aussi pris la mesure de suspendre à nouveau la vente d'alcool face à la recrudescence des cas liés au coronavirus. Alors que nous nous dirigeons vers le pic des infections, il est vital que nous ne surchargions pas nos cliniques et nos hôpitaux avec des blessures liées à l'alcool qui auraient pu être évitées, a déclaré le président dans une allocution télévisée. Il a noté que 12 000 cas de coronavirus avaient été enregistrés chaque jour ces dernières semaines. We've now decided that the sale, the dispensing and the distribution of alcohol will be suspended with immediate. Nous avons désormais décidé que la vente, la livraison et la distribution d'alcool seront suspendues avec effet immédiat. Il est désormais établi que la reprise des ventes d'alcool a eu pour résultat d'augmenter substantiellement la pression sur les hôpitaux, y compris les unités de soins intensifs, à cause des accidents de la route, de la violence et des traumatismes liés à l'alcool. Violence as well as related trauma that are alcohol-induced. A curfew will be put in place. Un couvre-feu sera mis en place entre 21h et 4h. AM. Les restrictions imposées en mars pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus dans le pays le plus touché d'Afrique avaient été en partie levées en mai, dont la vente d'alcool. The storm is upon us. La tempête est à nos portes. Plus d'un quart de million de Sud-Africains ont été infectés par le coronavirus et nous savons que beaucoup d'autres infections sont passées inaperçues. Many more infections have gone undetected.
Yet, while infections rise exponentially, Pourtant, alors que les infections augmentent de manière exponentielle, il est important de noter que notre taux de létalité de 1,5% est l'un des plus bas du monde. En comparaison, le taux moyen de mortalité dans le monde est de 4,4%. mortality rate of 4.4%. L'Afrique du Sud a enregistré à ce jour 264 184 cas de coronavirus, dont 3 971 mortels. Au Maroc, la ville de Tanger, métropole d'environ 1 million d'habitants dans le nord du pays, a été de nouveau reconfinée ce lundi. Selon les autorités du pays, cette nouvelle mesure entre en application après l'apparition de nouveaux foyers de contagion liés au Covid-19. Transports publics suspendus, cafés, centres commerciaux, marchés et espaces publics fermés, contrôles renforcés et les habitants ne quittant leur domicile qu'en cas d'extrême nécessité. Telle est la situation à Tanger, dans le nord du Maroc, qui a été reconfinée ce lundi. La décision de reconfiner la ville a été prise après l'apparition de nouveaux foyers épidémiques de nouveaux coronavirus. Les déplacements à l'intérieur de la ville sont également de nouveau soumis à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales. Cette annonce intervient alors que le Maroc a accéléré son déconfinement le mois dernier avec la réouverture des cafés, restaurants, commerces ainsi que la reprise du tourisme intérieur. Une demi-douzaine de villes restent soumises à des restrictions en raison de l'apparition épisodique de foyers épidémiques, principalement en milieu professionnel. Début juillet, la ville de Safi avait ainsi été placée en quarantaine et ses quelques 300 000 habitants soumis à un confinement total après l'apparition d'un foyer de contamination dans une usine de conserve de poissons. À cette date, au moins 15 800 cas de contamination, dont 253 décès, ont été officiellement enregistrés au Maroc. Près de 20% des contaminations enregistrées entre dimanche et ce lundi matin l'ont été dans la région de Tanger. De 20% des contaminations enregistrées entre dimanche et ce lundi matin l'ont été dans la région de Tanger. Le séisme politique se poursuit en Côte d'Ivoire. Le vice-président Daniel Kabla-Doukan a démissionné de son poste. L'annonce a été faite ce lundi par le secrétaire général de la présidence, Patrick Archi. Cette démission intervient alors que le pays est en deuil après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'après un communiqué lu par Patrick Archi, le secrétaire général de la présidence ivoirienne, le vice-président ivoirien Daniel Kabla-Doukan a remis au président de la République sa démission pour des raisons de convenance personnelle. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le 7 juillet, le président Alassane Ouattara a pris acte et procédé le 8 juillet à la signature d'un décret mettant fin à ses fonctions. Si les rumeurs de démission de Daniel Kabla-Doukan circulaient depuis plusieurs jours, elles restent tout de même une surprise. Jusqu'à récemment, le désormais ancien vice-président était considéré comme proche du président Ouattara. Daniel Kabla-Doukan a toujours été un poids lourd du pouvoir, occupant successivement les postes de ministre des Affaires étrangères entre 2011 et 2012, puis de Premier ministre avec le portefeuille de l'économie et des finances de 2012 à 2017, avant de devenir le premier vice-président de l'histoire de Côte d'Ivoire en janvier 2017, un poste créé avec la nouvelle constitution de 2016. La démission du vice-président survient alors que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé brusquement d'une crise cardiaque le 8 juillet dernier. Autre information à présent, liberté d'expression et des médias en danger au Liban. Une nouvelle coalition d'ONG a tiré ce lundi la sonnette d'alarme sur cette situation. Elle dénonce notamment une campagne de répression et un climat d'intimidation instauré par les autorités au pouvoir. La nouvelle alliance comprend 14 organisations locales et internationales, parmi lesquelles Amnesty International et Human Rights Watch. Elle attire l'attention sur les violations qui se sont intensifiées au Liban après un soulèvement populaire inédit en octobre 2019 qui a vu certains jours des centaines de milliers de Libanais battre le pavé pour dénoncer la classe politique accusée de corruption et d'incompétence. En réponse à ces manifestations, selon un communiqué de la coalition, les autorités mènent une campagne de répression contre ceux qui exposent la corruption et critiquent légitimement les défaillances significatives du gouvernement.
Le Liban, bien que perçu comme un des pays les plus libres du monde arabe, de puissantes personnalités politiques ou religieuses utilisent de plus en plus les lois pénales sur la diffamation et les insultes comme outil de représailles contre les détracteurs, déplore le communiqué de l'Alliance. Cette dernière exhorte les procureurs et les agences de sécurité à ne pas convoquer des personnes pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Depuis octobre, au moins 60 personnes ont été convoquées pour des propos écrits sur les réseaux sociaux et ce nombre pourrait être en réalité plus élevé. Même si globalement les rassemblements restent pacifiques, les manifestations sont parfois émaillées de violence avec des tirs de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc par les forces de sécurité. Le pays est confronté à la pire crise économique de son histoire sur fond d'une dépréciation de la livre libanaise ayant alimenté la grogne sociale. 13 figures de proue du mouvement pro-démocratie à Hong Kong ont comparu ce lundi devant un tribunal. Les concernés sont inculpés pour avoir organisé un rassemblement non autorisé. C'était dans le but de commémorer la répression de Tiananmen. Début juin, une foule immense de Hongkongais avait bravé une interdiction de rassemblement pour marquer le 31e anniversaire de la sanglante intervention de l'armée chinoise en juin 1989. L'événement était destiné à mettre fin à des manifestations d'étudiants pour la démocratie en Chine. Ces dernières années, cette commémoration a revêtu une importance particulière alors qu'un grand nombre de Hongkongais s'opposent à l'entreprise grandissante du régime autoritaire de Pékin sur le territoire semi-autonome. Pour la première fois cette année, la veillée a été interdite par les autorités qui ont invoqué les mesures pour lutter contre le coronavirus. À ce moment-là, il n'y avait pourtant plus de cas locaux de transmission. Cela n'a pourtant pas dissuadé des milliers de personnes d'allumer des bougies dans le parc Victoria, comme dans de nombreux quartiers. La police avait annoncé plus tard avoir arrêté 13 militants de premier plan qui avaient pris part à cette commémoration. Ces derniers ont comparu lundi devant un tribunal qui les a formellement accusés d'incitation à un rassemblement illégal. Ces faits sont passibles de 5 ans d'emprisonnement. Parmi eux figurait le patron de presse Jimmy Lai, une figure du mouvement pro-démocratie, ainsi que des militants de longue date comme Lee Chuk-nyang et Albert Ho, ainsi que le jeune Figo Chan. Certaines des personnes inculpées lundi, ainsi que de nombreuses figures du mouvement, font l'objet d'autres poursuites pour leur participation aux manifestations monstres et souvent violentes qui ont secoué Hong Kong l'an dernier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.